On va commencer par une chose très simple. Paris est une ville un peu particulière parce que Paris est la seule ville où il y a autant de quartiers chinois. Et il y en a beaucoup des quartiers chinois à Paris. Alors vous ne le savez pas, mais il y en a beaucoup. Alors vous en connaissez un, c'est le 13e. Le 13e, c'est le moins chinois des quartiers chinois de Paris. Et c'est le moins chinois des quartiers chinois de Paris pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les Chinois du 13e ne viennent pas de Chine. Ils viennent du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Vous connaissez les magasins des frères Tang? Oui. Les frères Tang, c'est bien écrit en chinois. Donc ce sont des Chinois. Ils sont nés au Laos. Donc quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés avec un passeport laotien, un nom laotien. Parce que leur vrai nom, officiellement, en tous les cas, c'est Ratanavan. Mais eux, ils s'appellent Chen. Alors, ils écrivent en chinois Chen. Mais en dialecte, de leur dialecte à eux, leur nom de famille se prononce Tang. Donc, ils écrivent Tang en français. En chinois, ils écrivent Chen. Et sur leur papier, c'est écrit Ratanavan. Et les Chinois du 13e, depuis longtemps déjà, n'habitent plus le 13e. Ils habitent le sud-est parisien. Soit le sud-est proche, Ivry, Vitry, Villejuif, soit le sud-est plus lointain, Marne-la-Vallée. Et les Xintian ont été rejoints ensuite, à partir des années 30, par une communauté qui s'appelle les Wenzhou. Et donc ces Chinois, ils sont en France depuis très longtemps. Ils étaient à l'île aux Chalons autrefois, ils n'y sont plus, ou très peu maintenant, parce que l'île aux Chalons a disparu, a été rasé pour agrandir la gare de Lyon. Et alors maintenant, le quartier chinois le plus ancien, c'est aussi Wenzhou, de Xintian, ils ont dit Wenzhou, et c'est Arts et Métiers, pas très loin d'ici. On a un quartier de grossistes chinois, des grossistes en confection, maroquinerie, bijoux, fantaisie. Ça tend à disparaître parce que les grossistes chinois, ils sont allés s'installer, surtout la confection et la maroquinerie, ils sont allés s'installer à Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a un quartier avec 1500 boutiques de grossistes chinois qui sont des Wenzhou. Puis il y a aussi Sedaine-Popincourt, et puis il y a aussi Crimée. Et on a le plus chinois des quartiers chinois de Paris, le plus beau quartier de Paris, Belleville. Donc ici, regardez, il y a une ville qui s'appelle Wenzhou. D'accord? Ici, il y a une ville qui s'appelle Wenzhou. Très bien. Là, c'est Shanghai. Et là, il y a une ville qui s'appelle Wenzhou. C'est la province de Zhejiang. La capitale, c'est Hangzhou. Il y en a qui sont allés en Chine. Méfiez-vous parce que le mot pâtisserie n'a pas le même sens en français et en chinois. Pour vous, pâtisserie, ça veut dire sucré. Pour les Chinois, pâtisserie, ça veut dire travail de la pâte. Pour la fête de la Lune, on mange des gâteaux ronds à la forme de la Lune, qui sont dorés comme la Lune, et dans lesquels on trouve des choses parfois étonnantes, comme de la viande, comme de jaune d'œuf salé, comme de la viande de l'eau, comme du durian, comme du haricot rouge, comme plein de choses comme ça. Et c'est normal, parce que c'est chinois. Et ce mur des fermiers généraux, il a continué jusqu'en 1860. C'est là qu'il a été démoli. À ce mur est attachée une phrase très célèbre, puisqu'on dit Paris. Le mur, murant Paris, rend Paris murmurant. Et on dit que ça a tellement murmuré après la construction de ce mur que l'année suivante, 1789, c'est la Révolution française. Mais la Révolution française n'est pas due au mur des fermiers généraux, c'est dû à l'Islande. Oui, à l'Islande, parce qu'en 1785, il s'est réveillé un volcan qui nous a pourri l'atmosphère. Et comme il nous a pourri l'atmosphère, les récoltes ont été très mauvaises plusieurs années de suite. Et le peuple crevait de faim, et donc il s'est révolté. Surtout le peuple parisien. Et donc, à ce moment-là, on a gardé le mur des fermiers généraux. Et si on voulait rentrer des marchandises en Paris, il fallait payer les taxes dessus. C'était un octroi, comme ça. Ce mur des fermiers généraux, il a été donc démoli en 1860 par le baron Haussmann, qui a rattaché à Paris tous les villages, ou morceaux de villages qui étaient compris entre les deux murs, le mur Thiers et le mur des fermiers généraux. Et Belleville, à l'époque, c'était la deuxième ville d'Île-de-France, juste derrière Paris. C'était la 13e ville de France et ça comptait presque 70 000 habitants. Et Belleville avait deux parties, la partie haute campagnarde et la partie basse ouvrière avec plein d'usines. Et la partie haute campagnarde a gardé des noms qui rappellent la campagne, comme par exemple la Porte des Lilas, la rue du Pré-Saint-Gervais, ou bien encore la rue des Amandiers, ou bien encore la rue des Envierges, qui était la ville vierge, ou bien encore la rue des Panoyaux. La rue des Panoyaux, c'était du raisin sans des pains. Et les Parisiens venaient s'encanailler à Belleville. Ça va? Et donc Belleville avait très mauvaise réputation à cause des cabarets, et aussi parce que Belleville, ça a toujours été un endroit très révolutionnaire. Les dernières barricades de la Commune de Paris, c'est à Belleville. La dernière, c'est au coin de la rue Courtier et la rue Ramponneau. En deux.
Là-bas, c'est le 20e, ici, c'est le 19e. Et pour l'administration française, Belleville, c'est seulement la partie 20e. La partie 19e, ça s'appelle Amérique Combat. Alors combat, c'est parce qu'ici, et la place du colonel Fabien, qui s'appelait la place combat, il y avait des arènes, des cirques avec des combats. Combat de loups, combat de chiens, combat de coqs, combat de l'homme contre loup, des choses comme ça. Et Amérique, ça vient des carrières de gypse, qui permettaient de faire de la chaux et du plâtre, qui ont sauvé Paris des incendies. Parce qu'on a recouvert le bois de gypse, de chaux en fait, et de plâtre. Et du coup, Paris n'a jamais brûlé, contrairement à Amsterdam, Londres ou d'autres grandes villes comme ça. Ça va? Et Belleville, donc, il y a des carrières, et les carrières rendent les gens riches, les ouvriers riches, et donc on appelle ça Amérique. Comme si on était parti travailler en Amérique. Les buts de Chaumont, c'est les anciennes carrières. Autour des buts de Chaumont, il y a des rues qui s'appellent rue des Chauffourniers, rue des Fours à Chaux, rue des Plâtriers. Ça vient de là. C'est tout bête. Et donc ce quartier est un quartier éminemment pauvre, populaire, avec des usines. Et donc les gens du monde entier, quand ils viennent à Paris, ils viennent dans ce quartier notamment, parce qu'ils vont y trouver du travail et du logement. Et donc on va arriver à plein de gens du monde entier qui vont venir. Par exemple, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a des gens qui fuient des pogroms dans des pays qui s'appellent la Pologne, la Russie, l'Ukraine, les Pays-Baltes. Et ils sont d'origine ashkénazim. Ashkénaz en yiddish, ça veut dire l'Allemagne. Et donc ce sont des juifs d'Europe de l'Est. Puis il y a le 1905, 1915, 1909, 1915, 1921, le génocide arménien. Donc plein d'Arméniens qui viennent. Et puis un peu plus tard, il y a les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui fuient le fascisme. Et puis après, il y a la décolonisation. Donc plein de gens qui viennent de nos colonies. Et donc 100 nationalités différentes à Belleville. Mais dans les années 50-60, ce quartier est abandonné. Et comme il est abandonné, le bâti se dégrade. Et ça, c'est une volonté. Parce que je vous rappelle que jusqu'en 1977, il n'y aura pas de mer à Paris. Entre 1871 et 1977, plus d'un siècle, il n'y a plus de mer à Paris. Et il n'y a plus de mer à Paris parce qu'on se méfie du peuple parisien. Donc Paris est géré par des préfets. Et on leur demande de débarrasser Paris des pauvres. Donc on laisse le bâti se dégrader. Quand c'est bien dégradé, on rase et on construit. Les pauvres s'en vont, puisqu'on démolit, s'en vont, et d'autres arrivent. Et ceux qui arrivent, eh ben, à la fin des années 70, ce sont les Chinois. Les premiers Chinois qui arrivent ici viennent du 13e. Les Chinois du 13e, donc qui arrivent d'Indochine, quand ils sont arrivés, ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. Donc ils ont ouvert plein de magasins dans le 13e. Et très vite, le quartier a pris une certaine ampleur. Les nouveaux arrivants ne trouvent plus de locaux vides au cœur du quartier. Donc ils s'installent à la périphérie du quartier. Ou bien, pour certains, ils vont aller s'installer ailleurs en se disant pourquoi je n'irai pas ouvrir un restaurant chinois, là il n'y en a pas. Parce que je vous rappelle qu'avec là, en Chine, c'est le début de la République et que c'est la guerre tout le temps. Et puis après, il y a la guerre entre les nationalistes et les communistes. Et puis après, il y a les Japonais qui arrivent dans les années 30 et qui massacrent allègrement. Et puis après, il y a la guerre contre les Japonais avec les nationalistes et les communistes. Et puis après, de nouveau, ils se font la guerre. Et en 1949, Mao prend le pouvoir. Et à partir du moment où il prend le pouvoir, la Chine se ferme. Et donc, c'est pas le moment de retourner. Pendant une période qui s'appelait le Grand Bond en avant, c'est-à-dire la plus grande période de famine de la Chine, 30 millions de morts minimum. Ceux qui arrivent dans les années 50, 60, 70, tout ça, c'est pas très très connu et ils s'installent à l'île aux Chalons puis très vite ailleurs. Parce que comme le Xinjiang arrive depuis très longtemps, les Wenzhou les ont rejoints. Vous avez vu, Wenzhou c'est le port, Xinjiang c'est la montagne. Donc les Wenzhou, très vite, viennent en France gagner de l'argent aussi. Et les Wenzhou sont 20 fois plus nombreux que les Xinjiang, donc quand ils débarquent à Paris, ils sont beaucoup plus nombreux. Et très vite, l'île aux Chalons devenant trop petit, ils s'installent dans un autre quartier, aller à côté d'eux, à Arts et Métiers. Et arrive la guerre 39-45. Et du coup, les Juifs disparaissent. Les Chinois les ont remplacés Arts et Métiers. Et puis arrivent les années 70, et à ce moment-là, la Chine s'ouvre de nouveau. Mao va mourir en 76, mais déjà il est venu et Arts et Métiers est devenu trop petit, alors ils cherchent un nouveau lieu pour s'installer. Et ça tombe bien, Arts et Métiers Belleville, c'est 3 stations de métro. Et à pied, c'est 2 rues. La rue du Temple, puis la rue Faubourg du Temple, et on a Belleville. Et ça permet de garder un contact avec la famille qui est Arts et Métiers. Et Belleville est en pleine transformation. Et il y a plein de logements qui sont en train de se créer, des HLM ou des anciens logements, et c'est pratique. Et il y a plein de magasins vides, et c'est pratique aussi. Et donc les Chinois de Xinjiang viennent à Belleville. Après, quand ils sont établis, soit ils achètent ici,
soit ils achètent là où il y a des logements grands et pas chers, à Aubervilliers, à Pantin, à Saint-Denis, à La Courneuve, parce que c'est beaucoup moins cher et c'est plus grand. Voilà. Et donc c'est fait qu'ils sont nombreux partout. On a une communauté du Foutienne en France qui existe, qui est surtout présente dans le 13e. Parce que les gens du Foutienne parlent un dialecte qui s'appelle le Minhua. Et les Chinois du 13e, qui sont des Chaozhou, des Chinois d'Indochine, parlent un chinois qui s'appelle le Minnanhua, le dialecte Min du Sud, donc qui est très proche. C'est un peu comme différentes versions du provençal, si vous voulez. Alors ils arrivent à se comprendre en dialecte. Et comme en général ils ne sont pas allés souvent à l'école, eh ben, ils parlent en dialecte. Et donc ils vont s'installer plus dans le 13e qu'à Belleville. Mais il y en a quand même à Belleville. Et ça, c'est le sud. Et regardez, dans le sud, ici, il y a Macao. Et ici, il y a Hong Kong. D'accord? Et ici, il y a le Fujian. Et ici, il y a le Zhejiang, c'est-à-dire les Guangzhou et les Xinjiang. Et là, il y a Shanghai. Et tout ça, c'est des diasporas dans le monde entier. Et comme c'est des diasporas dans le monde entier, quand la Chine a commencé à s'ouvrir économiquement, où est arrivé l'argent? Là, dans le sud. Et le reste de la Chine, désert économique. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Des licenciements massifs, des entreprises d'État qui fermaient complètement, et donc des gens qui se sont retrouvés dans la précarité parce qu'il n'y a pas de chômage officiellement en Chine. Donc ils ont touché un peu d'indemnité, puis après terminé, plus rien. Et dans le nord de la Chine, et notamment le nord-est de la Chine, nord-est en chinois ça se dit Dongpei, comme le ravioli là-bas. D'accord? Très bien. Et donc dans le nord-est de la Chine, des ouvrières, des contremaîtresses, des femmes qui travaillent dans les bureaux, tout ça, se sont dit, comment je fais pour payer les études de mon fils ou de ma fille, puisqu'ils n'ont qu'un seul enfant. Eh bien, je vais partir à l'étranger, puisque les Guangzhou, qui sont des paysans, ont réussi à l'étranger, et notamment dans un pays qui s'appelle la France. Donc elles arrivent ici et se retrouvent dans la précarité. Si je leur dis Xinjiang, ils vont savoir où c'est. Personne ne sait où c'est Xinjiang. Donc je leur dis un petit village entre Shanghai et Canton, ils connaissent les deux noms, ils sont contents.